Voyons maintenant, après le cadre du débat, les valeurs humanistes et véritables qui doivent prédominer pour avoir un vrai débat public constructif et sans lesquels débattre ne sert de rien. D'abord, les valeurs inhérentes à un vrai débat public. Pour parler en vérité, il faut que dans tout débat public, on s'accorde avant quoi que ce soit d'autre sur les vraies valeurs. On va voir après comment tout le monde, c'est-à-dire révolutionnaires, droits de l'homiste, 68 arts, woke et mondialistes, les ont pervertis, ces valeurs. D'abord, la présentation. On a d'abord l'universalisme véritable avec le principe d'égalité de valeur des êtres humains. Au fondement de toute pensée philosophique, il faut considérer l'être et l'apparence. Le cadre philosophique doit être fondé sur la distinction être-apparence pour être réellement universel. Ainsi, on distingue l'être avec la valeur infinie de l'être humain et l'apparence qui est tout le reste, toute la manifestation sensible et intelligible de l'être, les formes que revêt l'existence, les représentations, interprétations avec la raison, la science, les faits, les actes, la psychologie, le droit. Ce dualisme philosophique permet de penser en toute justice, car alors et alors seulement on peut comprendre que tous les êtres humains ont une valeur égale et infinie du simple fait de leur existence, indépendamment de leur apparence, je vous refais pas le raisonnement, et c'est la seule valeur vraiment universelle. C'est l'humanisme le plus abouti qui puisse être. Celui qui n'est pas d'accord, d'abord c'est un barbare obscurantiste qui sombre dans le scepticisme, doutant du domaine de l'être, façon Montaigne, ou dans le relativisme, façon Sartre, mais en tout cas dans le nihilisme, façon Nietzsche. Et ensuite, on doit débattre avec cette racaille de rien d'autre que de ce point. Ça permet de comprendre que la valeur est absolue et intangible, que l'apparence, elle, si elle est relative, ne peut jamais permettre de réduire la valeur de la personne parce qu'elle est distincte, cette valeur de l'apparence, et qu'en revanche, les actes, eux, doivent être jugés. Ensuite, les principes de liberté responsable, avec d'abord l'être et l'apparence. On a donc les actes, ce sont eux qui déterminent notre liberté, car ces actes seront libres s'ils sont conformes au principe d'égalité de valeur des êtres humains. La vraie liberté, c'est le bon usage du libre arbitre qui n'est bon que s'il est raisonnable et raisonné, et en résumé, qui n'est bon que s'il est conforme au principe d'égalité de valeur des êtres humains, et ce sont alors des actes libres. Sont ainsi bons les actes qui sont bienveillants, qui montrent de la considération pour autrui, même dans les petites choses, jusqu'à la plus basique des politesses. À l'inverse, des actes non libres sont ceux qui violent le principe d'égalité de valeur des êtres humains en réduisant une personne à sa seule apparence. Elle est et sera, cette personne, toujours plus grande que ce qu'on peut en penser. Ainsi, la liberté n'est liberté que si elle est liberté responsable, et elle est également, et par voie de conséquence, individuelle. Notre responsabilité est toujours personnelle pour les actes engagés. On n'est pas responsable des autres qui ne sont pas sous notre garde. C'est un acquis de la civilisation, aujourd'hui remis en cause par le communautarisme. Alors voyons le droit comme justice. L'injustice consiste alors à réduire une personne à un critère de son apparence, à essentialiser, comme on dit. Sont alors victimes les personnes dont la valeur intrinsèque est violée et sont coupables les personnes qui portent atteinte à cette valeur intrinsèque. Les actes mauvais, injustes, du meurtre à l'impolitesse, en passant par le racisme ou le sexisme, de l'assassin qui tue au crétin qui vous fait une queue de poisson et un bras d'honneur, en passant par celui qui vous étiquette, qui vous juge d'un simple regard et vous classe dans une boîte sans considération aucune pour l'être humain que vous êtes, tout ça participe de la même logique. On ne considère pas l'autre comme quelqu'un de valeur. Voilà qui est injuste, voilà qui crée une rupture d'égalité entre les êtres humains. Et c'est là que le droit intervient comme égalité réparatrice. Le droit a pour fonction de réguler les rapports sociaux, qui par nature conduisent à des injustices, des ruptures d'égalité. Il doit alors réparer, rétribuer, c'est sa fonction première. Le droit
pour être égalité réparatrice, ne peut que se fonder sur le principe d'égalité en droit, qui traduit une connaissance juridique et qui est le moyen d'arriver au respect du principe d'égalité de valeur des êtres humains, qui lui est la finalité du droit, car appartenant au domaine de l'être, qui est connaissance du juste. Et ce principe d'égalité en droit se traduit par deux équations. Une qui reflète la justice commutative, arithmétique, 1 égale 1, et l'autre qui reflète la justice distributive, géométrique, où 1 n'est pas égal à 1, car dans certaines situations, on doit tenir compte des besoins, des capacités, des mérites ou des talents. La justice commutative traduite dans le raisonnement juridique, ça donne à cas identique plus situation identique égale un traitement identique. La justice distributive, elle, traduit dans le raisonnement juridique, ça donne à cas différent plus situation différente égale un traitement différencié. Ça, c'est l'équité. Et cette connaissance juridique, lorsqu'elle a la boussole du principe d'égalité de valeur des êtres humains, eh bien, elle est équitable. Le droit repose sur ces équations qui sont de la pure logique formelle. Ainsi, pour être juste, il faut que le législateur ne conçoive pas comme similaires des réalités pourtant différentes, comme il a pu le faire avec la PMA, femmes seules, couples hétéros ou homo, considérés comme des cas identiques devant avoir un traitement identique. Le législateur ne doit pas non plus considérer comme différentes des réalités pourtant similaires, c'est ce qu'il a pourtant fait en imposant des quotas de femmes dans la représentation politique, et en effet, le législateur discrimine les candidats aux élections en fonction de leur sexe, trouvant une différence entre citoyens là où il n'y en a pourtant pas, foulant au pied le principe d'indifférenciation du corps politique. Et on a désormais une constitution schizophrène qui dit une chose et son contraire en même temps. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen contre article 4 alinéa 2 de la Constitution. Le législateur applique également le principe d'équité de travers. On pourrait donner l'exemple d'équité de temps de parole. Le CSA se fonde sur le critère de représentativité au lieu du critère de notoriété pour déterminer combien de temps les hommes politiques ont le droit de parler à la télé ou à la radio, alors même que le but c'est que tous les citoyens puissent connaître et comprendre les différentes offres politiques de manière à ce que leur opinion soit éclairée et puisse ainsi l'exprimer librement lors du vote. Mais non, le CSA, avec son critère de vous devez avoir des élus, de bons résultats aux élections et de bons sondages, pour passer à la télé et à la radio, il exige qu'un homme politique soit connu pour pouvoir être connu. C'est à ça que ça revient, c'est absurde. On verrouille l'accès des partis politiques aux médias, et ce, au nom du pluralisme. Ici, le législateur fait un traitement différencié des cas différents, très bien, mais selon des critères qui entrent frontalement en contradiction avec l'objectif démocratique. Et ainsi, dans l'exemple, il ne respecte pas la logique matérielle. Je renvoie à la vidéo sur le CSA pour plus de détails. Ainsi, voilà donc le processus de réflexion totale, à la fois philosophique, morale et juridique, qui permet de réfléchir correctement. Voyons maintenant le dévoiement total des valeurs humanistes dans le débat public. Voyons par rapport à cet archétype comment ça a déconné avec la Révolution française et son héritage droit de l'homiste. Alors d'abord, l'héritage de la Révolution, les droits de l'homme ont balayé la philosophie de l'être, je renvoie à la vidéo sur les droits de l'homme. Ensuite, les actes libres, du coup, ne sont plus ceux qui respectent le principe d'égalité de valeur des êtres humains, mais ceux qui respectent le principe d'égalité en droit. En suivant, la liberté se définit alors comme le bon usage du libre arbitre, qui n'est bon que s'il respecte non pas l'égalité de valeur des êtres humains, mais l'égalité en droit, l'égalité des droits. Je rappelle que selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté article 4 consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui, comme le dit l'article 6 de la Constitution de 1793, qui est plus explicite. Et quand on lit ensuite l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on comprend tout. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Droits identiques, égalité de droits. C'est clair, la liberté est relative à l'égalité en droit.
Et en suivant, les actes non libres sont ceux qui violent ce principe d'égalité en droit. Et de fait, la vraie définition de la liberté n'est plus d'actualité, ça se limite au bon usage du libre arbitre qui n'est bon que s'il respecte les droits d'autrui. Les injustices, alors, ce n'est plus celles qui portent atteinte au principe d'égalité de valeur des êtres humains, mais celles qui portent atteinte à l'égalité en droit, et les victimes sont donc les personnes dont les droits sont violés, et les coupables, ceux qui les violent. Le droit, s'il demeure alors égalité réparatrice, se fonde désormais sur le principe d'égalité en droit, sans se fonder plus du tout sur le principe d'égalité de valeur des êtres humains, qui n'est donc plus une finalité, finit la connaissance du juste. Le principe d'égalité en droit devient ici la finalité et non plus le moyen. Le droit, dès lors, n'a plus sa boussole philosophique de la connaissance du juste pour appliquer correctement les principes de justice commutative et de justice distributive. Le raisonnement juridique est alors non plus relatif au principe d'égalité de valeur des êtres humains, mais relatif à la volonté du législateur mouvante. Voyons donc maintenant tout ça sous forme de tableau. Alors je vous remets exactement la même chose, le cadre philosophique, la conception de la liberté, et du coup la conception de l'injustice, qui on peut le remarquer est toujours un manquement à la liberté. Ensuite, comment on peut y remédier avec le moyen et la finalité du remède. Alors, on a vu l'idéal type qui me permet de penser correctement en toute vérité et justice, je vous le refais pas. On a vu aussi la perversion de la pensée de la Révolution française, voyons maintenant, la pensée 68arde. La liberté s'est vue, dès lors, comme l'usage du libre arbitre non contraint. Il est interdit d'interdire, ça résume bien. Et donc, l'injustice provient des règles sociétales considérées comme des carcans portant atteinte au libre arbitre. Le remède en tant que moyen, c'est le principe de contestation de libération sociétale, de remise en cause des armatures de la société, famille, religion, État. Le remède en tant que finalité, le but, c'est l'égalité sociétale. Ensuite, vous avez le mouvement woke. La liberté s'est vue ici comme le sentiment de ne pas être contraint, opprimé ou discriminé par la méchante société. Autrement dit, la matérialité des faits devient secondaire. On ne parle plus d'actes. Oh, je me sens micro-agressé par cette statue ou ce nom de rue, ça va pas, il faut les éradiquer. L'injustice provient donc des sociétés considérées comme des structures d'oppression parce que considérées comme institutionnalisant la discrimination des minorités. Sans le domaine de l'être, et du coup avec la pensée woke qui absolutise ce nihilisme, alors aujourd'hui les minorités sont considérées comme des victimes par essence dans une sorte d'idéologie sociologisante, et donc les hommes blancs sont considérés comme coupables parce que vus comme privilégiés, et dès lors, pour entrer dans le camp du bien, sont sommés d'être conscients de leurs privilèges. Voilà cette pensée woke qui n'a pas plus fumeux comme analyse. On reste dans le cadre nihiliste de l'être, on ne pense qu'en termes d'apparence dans un système monolithique de pensée, et du coup, la morale, au lieu de puiser sa source et sa justification dans l'être, se retrouve coincée dans le domaine de l'apparence, et du coup, l'apparence est le seul cadre de pensée, ce qui crée un manichéisme absurde entre femme noire, victime par essence, archétype, et homme blanc coupable par essence dans la pensée woke. Et leur délire trouve sa traduction dans le concept de stéréotype, qui est le concept explicatif de la cause de l'injustice, ce qui les amène à vouloir tout déconstruire, parce que toute construction humaine se fonde pour eux sur la notion de stéréotype, qui est structurante des individus et des groupes, sexe, relations et leur reproduction dans la culture, etc. Et puisque la culture, c'est l'ensemble des moyens d'expression par lesquels toute société humaine manifeste à la fois sa représentation et son interprétation du monde et d'elle-même, alors les stéréotypes sont, eux, dans cette logique, omniprésents. Or, un stéréotype, c'est une sorte de mécanisme de réaction rapide généré par notre bienveillant et trop zélé inconscient qui s'en sert pour nous défendre contre ce qu'il perçoit dans l'instant comme l'un des 6 dangers existants. 6 parce que nous avons 6 facultés, 3 liées au corps et 3 liées à l'esprit. Alors relativement au corps, notre inconscient veut nous protéger du manque, relativement à l'instinct, il veut nous protéger de la menace, relativement à l'affect, il veut nous protéger du rejet, relativement à notre psyché,
son propre domaine de prédilection, si je puis dire, eh bien, il veut nous protéger de la vulnérabilité, ce qui explique son extension à toutes les autres facultés. Relativement à notre raison, il veut nous protéger contre l'incertitude, et relativement à notre libre arbitre, il veut nous protéger contre l'impuissance. Notre bienveillant et trop zélé inconscient forge alors des réactions stéréotypées qui vont lui permettre de nous faire réagir de la façon la plus rapide et la plus économique en énergie, en associant aux perceptions immédiates une réaction préprogrammée, stéréotypée, et ainsi peu coûteuse en temps et en ressources. L'inconscient, pour générer ces réactions stéréotypées, procède par généralisation et amalgame, par catégorisation au plus vite de la situation, des choses, des personnes, et de leur niveau de danger par rapport à une certaine zone de confort de l'individu, formée par l'inné et le vécu de chacune des facultés qu'il a, physiques et spirituelles. Et donc, ce que notre inconscient gagne en rapidité et en économie d'énergie pour ne pas surcharger le conscient, il le perd néanmoins en précision et en justesse. Imaginez que vous voyez une ombre se rapprocher de vous rapidement, votre inconscient va utiliser les premières informations en sa possession pour vous faire réagir contre ce qu'il catégorise immédiatement comme une menace, vous faisant croire en un quart de seconde à une grosse araignée alors que pas du tout. L'inconvénient donc, c'est que ce mode de fonctionnement peut nous conduire à nous aveugler, à nous tromper. Et c'est là que les manipulateurs manipulent, mais c'est un fonctionnement bien sûr, notre inconscient, indépassable, car lié totalement à notre humanité, et parce qu'inhérent à nos facultés corporelles et spirituelles. Un stéréotype, dès lors, ne se combat pas sauf à combattre la nature humaine. En revanche, les préjugés, eux, sont des jugements sur autrui qui montrent que la personne qui les exprime n'a pas fait jouer le filtre de sa raison consciente. Combattre un préjugé, dès lors, oui, bien sûr, mais pas en s'attaquant aux stéréotypes, pas en déconstruisant la nature humaine. Au contraire, ça passe par le développement de l'esprit critique, apprendre à penser, à user de sa raison consciente, à peser, à se faire sa propre idée sans être victime de ses propres biais cognitifs. D'où l'importance de l'éducation et de l'instruction. Si la personne n'a pas la capacité à mettre une distance consciente entre ses propres biais cognitifs et réactions, alors elle va se gorger de préjugés comme une éponge. Les préjugés deviennent alors des représentations stéréotypées issues de l'inconscient qui passent la barrière du conscient sans contrôle ni rectification par la raison consciente et qui, dès lors, sont construites par catégorisation de l'humanité selon des critères liés à l'apparence, et puis par amalgame au cas d'espèce, qui témoigne donc que la personne n'utilisant pas sa raison consciente est soumise à ses émotions et à ses propres biais cognitifs qui la dirigent. Elle n'est pas libre. Celui qui est ainsi jugé, préjugé, est alors évalué sur son apparence et enfermé dans une sorte de prison du jugement de laquelle il ne peut pas sortir. Le préjugé, s'il est non confronté par la raison avec une analyse plus fine, conduit alors à violer le principe d'égalité de valeur des êtres humains. Et si de manière répétée la personne n'utilise pas sa raison consciente pour s'élever au-dessus du stéréotype, dépasser les déterminismes, alors les stéréotypes non filtrés vont alimenter et ancrer les préjugés de l'individu dans un cadre de référence qui enfermera la personne elle-même et le groupe à laquelle elle appartient dans ses préjugés. Donc il ne faut pas de la déconstruction de stéréotypes, mais de l'éducation pour passer au-dessus des stéréotypes et ne pas réduire l'autre à un préjugement. Élever la nature humaine et non pas la rabaisser ou la casser ou la déconstruire. Leur pensée au woke, ça se résume à déconstruire. Alors le moyen d'y remédier, pour eux, c'est l'abolition des privilèges, et ce, par le principe de déconstruction sociétale au moyen de la cancel culture, la discrimination positive et de l'inclusion. L'UE, ce parasite ultralibéral mondialiste, a besoin de cette idéologie et surfe dessus. Un exemple pour l'inclusion, dans un document interne que révèle Il Giornale, intitulé Ligne directrice de la Commission européenne pour une communication inclusive, la Commission demande notamment de ne pas utiliser les genres monsieur, mademoiselle, madame, de bannir le mot Noël, qui serait choquant pour les non-chrétiens, ainsi que les prénoms chrétiens Marie et Jean.
La finalité pour les woke, derrière, c'est le principe d'égalitarisme sociétal, il faut bien le comprendre, et ça ne peut se réaliser qu'en faisant table rase de tout ce qui fait l'identité des peuples en Europe. Les woke sont les idiots utiles justifiant idéologiquement l'action des mondialistes qui veulent, eux, la grande réinitialisation de tous les aspects de la société pour faire advenir leur nouvel ordre mondial, parce que c'est de ça qu'il s'agit au fond. Pour eux, les mondialistes, la liberté in fine, c'est la renonciation à son libre arbitre individuel au profit du collectif. L'esclavage, c'est la liberté, disait Orwell dans 1984, au nom du sauvetage de la planète. On voit ici l'idée suprémaciste des empires qui justifie tout et surtout n'importe quelle politique de malade. Et l'injustice pour ces misérables consiste à user de son libre arbitre de façon complotiste, si je puis dire. La liberté, c'est l'esclavage, disait Orwell, donc en miroir. C'est-à-dire qu'on criminalise l'esprit critique et dépénalise la connerie. Et pour eux, le moyen d'y remédier à cette injustice qu'est la liberté, c'est le principe de contrôle sociétal. Pédagogie, isolement, tracking, passant tout genre, note sociale, exclusion, bannissement, pour obliger les gens à se plier bien sûr à leur action. On le voit alors avec le traitement de ceux qui refusent d'appeler vaccin un vaccin qui ne confère pas l'immunité, qui est expérimental, dont les effets à long terme, s'agissant surtout d'une technologie de hacking du système immunitaire, sont inconnus, créés par des entreprises condamnées pour fraude et corruption, en a témoigné Cahuzac, le ministre de la fraude fiscale, condamné à être réélu à partir de 2022, de cette année, 2021, et qui ont donc tout le point commun d'avoir BlackRock dans leur conseil d'administration, et on retrouve les mondialistes aux manettes au conseil d'administration de BlackRock. Suivez la trace de l'argent. Et la finalité derrière tout ça, c'est quoi? C'est l'avènement du principe d'inégalité de valeur des êtres humains qui adviendra, paradoxe apparent, mais seulement apparent, comme j'ai démontré, par la glorification des droits de l'homme et du pseudo-camp du bien. Voilà pour l'horreur, en résumé une image, quand on pointe la lune du doigt, le droit de l'homiste bien pensant se focalise sur le droit égal qu'ont tous les pointeurs de doigts à pointer la lune du doigt, le woke identitaire lui se focalise sur la couleur, la forme, le genre, l'orientation du doigt, et le mondialiste lui veut contrôler votre doigt, et la lune alors, qui la regarde, couillon de la lune. Je suis pour l'égalitarisme de valeur des êtres humains, là où les droits de l'homiste bien pensants sont pour l'égalitarisme en droit, et les woke identitaires pour l'égalitarisme d'apparence, et les mondialistes pour l'inégalité de valeur des êtres humains. En résumé, les valeurs du débat public doivent être celles de l'idéal type que je vous ai présenté, sinon ça ne sert à rien de débattre. Et on se retrouve alors dans la cour des petits débatteurs, pense-petits à 2 balles, qui rasent les pâquerettes. Quand on a affaire à des petits joueurs de cet acabit, on ne doit pas débattre, on doit débattre de rien d'autre que de ces points, sinon débattre ne sert de rien.